Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la carte d'identité d'une pierre. Mais qu'est-ce que la carte d'identité d'une pierre? Qu'est-ce qui fait qu'une pierre a telle ou telle propriété? Il y a plusieurs choses. Dans mon livre, je le détaille très clairement. Il n'y a rien de surprenant ou de très différent de ce que vous pourrez lire ailleurs, mais je vais vous l'expliquer à ma façon, bien évidemment. Et je vais vous dire tous les aspects qui, selon moi, font la carte d'identité complète d'une pierre, en plus, bien évidemment, de la spiritualité et des ressentis que tout à chacun a par rapport à une pierre en particulier. Donc pour ceux qui ont mon livre, lorsque vous êtes sur le chapitre dédié aux pierres, vous le voyez sur la fiche d'identité de chacune des pierres, il y a 4 catégories. La première est la minéralogie. Donc commençons par là, la minéralogie. On en a parlé lorsque je vous expliquais qu'est-ce que était la lithothérapie et quelle était ma vision. Je vous ai parlé brièvement de cette partie minéralogique qui est très terre-à-terre, scientifique, et qui décrit géologiquement ou minéralogiquement une pierre. Pourquoi géologiquement également? Parce que la géologie, c'est une des sciences qui permet de mettre en lumière l'une des particularités de la minéralogie d'une pierre qui va être sa formation. Vous le savez, les pierres se forment dans notre planète, au fin fond de ces couches sédimentaires, même bien plus profondes pour certaines. Et c'est une information donc très scientifique, mais qui en même temps nous donne déjà quelques informations sur l'énergie que la pierre va pouvoir nous transmettre selon de quelle manière est-ce qu'elle s'est formée tout simplement. Donc il existe plusieurs familles de formations pour les pierres, 3 très exactement, qui sont la formation sédimentaire, la formation magmatique et la formation métamorphique. Au sein de ces formations, on trouve des petites différences parfois. On va par exemple avoir différentes formations magmatiques dépendamment du volcan ou de la profondeur à laquelle la pierre va s'être formée. Mais voilà, les 3 grandes familles sont celles-ci. Et chacune apporte réellement une énergie particulière à la pierre. Et on peut en citer même une 4e quand on parle des météorites. Donc c'est pas une formation, un système de formation que l'on comprend ou dont on peut voir forme sur notre planète, bien évidemment. Mais il y a cette catégorie de pierres qui existe. Et c'est quand même assez fou. C'est des pierres qui ont traversé l'espace dont on ne connaît humblement rien, soyons honnêtes, pour venir s'écraser sur notre Terre. C'est juste incroyable. Et dans ce cas-là, on dit que leur formation est tout simplement météoritique, parce que c'est une météorite, en fait, tout simplement. Il y en a plusieurs. Certaines pierres, on connaît leur nom, mais on ne sait pas du tout que ce sont des météorites. Donc peut-être pour vous en citer quelques-unes, vous avez la moldavite, vous avez la tektite. Vous avez, après, les météorites portent certaines fois le nom de météorites, comme pour la météorite Campo del Cielo, qui est très connue aussi. C'est des bouts de cailloux qui nous viennent du fin fond de l'espace, qui ont une signature énergétique très forte, qui n'ont donc pas de formation terrestre, bien évidemment. On en reparlera dans une série de podcasts qui sera dédiée aux différentes formations et quelles propriétés elles apportent aux pierres. Mais voilà, déjà, ces formations, la formation première de la pierre, évidemment, est une partie intégrante de sa carte d'identité parce que c'est comme vous, sur votre passeport, il y a écrit où est-ce que vous êtes né. Là, c'est pareil, ça va être où géographiquement sur la Terre elle est née et où géologiquement, de quelle manière est-ce qu'elle a vu le jour. Donc c'est très bien, encore une fois, d'avoir l'information pour le côté scientifique de la chose, le côté très terre à terre, mais également pour comprendre, encore une fois, l'énergie que cette formation apporte à la pierre. Ensuite, bien évidemment, vont venir les éléments chimiques qui composent cette pierre. C'est pas forcément quelque chose que vous allez retrouver sur la carte d'identité d'une pierre, comme j'aime à le dire, donc sur sa fiche de description dans mon livre ou dans d'autres livres, parce que voilà, on n'est pas vraiment là pour ça. Mais parfois, certains éléments chimiques, bien évidemment, vont avoir un impact très très fort sur la résonance énergétique d'une pierre. Une pierre qui contient beaucoup de fer, par exemple, beaucoup de magnésium, vont avoir déjà une couleur qui va être liée à cet atome, liée à cet élément chimique, mais également une énergie qui va se ressortir de cet élément-là lorsqu'il est prédominant. Je pense notamment à la fluorite, qui a une composition majeure
en fluor et en calcium, bah voilà, là vraiment, ça a un impact très très fort sur son énergie justement, que ce soit sur le plan énergétique ou sur le plan physique. On y reviendra. Donc voilà, sa composition chimique, les éléments qui la composent, et également son système cristallin ou son absence de système cristallin. J'ai pas envie de partir trop dans les détails, encore une fois, je ne suis pas du tout scientifique et je ne m'adresse pas, je pense, à des scientifiques ici. Si c'est votre cas, mille excuses, parce que ce que je suis en train de dire peut paraître justement très flou pour vous qui avez des connaissances très poussées, mais pour parler de manière globale et générale à tout le monde, lorsque les atomes résonnent de manière ordonnée, ils ont plusieurs formes possibles d'organisation du mouvement de leurs atomes dans une pierre qui a eu cristallisation. Le système cristallin, c'est savoir à l'intérieur d'une pierre de quelle manière sont ordonnés les atomes, et ça apporte justement, encore une fois évidemment, une information scientifique, mais aussi une idée de comment une pierre va libérer, va laisser diffuser son énergie à l'intérieur de sa structure pour l'apporter à l'extérieur. Par exemple, les cristaux qui ont un système cristallin cubique vont être plutôt dans l'ordre, dans l'organisation. Vous voyez un petit peu, donc selon la forme du système cristallin, ça nous en dit plus sur l'énergie que la pierre va pouvoir dégager. Et à l'inverse, quand la pierre n'a pas d'ordre, quand c'est le désordre des atomes, ça existe, il faut avoir une cristallisation pour avoir un système cristallin. Donc là, c'est vraiment propre aux cristaux. Mais toute chose qui existe a toutefois des atomes, mais pas pour autant un système cristallin. C'est ce qu'on appelle le désordre des atomes, tout bouge dans tous les sens, il n'y a pas d'ordre. Donc là, bien évidemment, vous l'imaginez, ça apporte encore une fois une énergie qui va être différente. Donc c'est très important de savoir quel est le système cristallin d'une pierre ou est-ce qu'elle n'en a pas, pour pouvoir justement comprendre un petit peu l'énergie qui la compose et encore une fois comment s'y connecter et qu'est-ce que cela va pouvoir nous apporter. Pour rester un petit peu sur la minéralogie, on peut également parler des qualités des pierres. Vous savez, il existe différents types de qualités de pierres, A, B, etc. J'ai une page détaillée avec la charte pour pouvoir vous l'expliquer dans mon livre. Mais en gros, vous avez des pierres qui vont être d'excellente qualité, de qualité extra, et évidemment, visuellement, ça se voit. La pierre est splendide, magnifique, beaucoup plus onéreuse également, cela va de soi. Et d'autres pierres vont être d'une qualité moindre. La qualité moindre ne veut pas dire que la pierre a moins d'énergie à vous apporter. C'est un peu comme les calibres pour les fruits et légumes. Vous savez, plus le fruit est calibré, plus il est joli. On aime bien le présenter parce qu'il est aussi beau visuellement que ce que normalement il va être bon au goût. Là, notre pierre va être aussi belle visuellement que ce qu'on va avoir envie de recevoir ces énergies. Cependant, les fruits qui sont moins jolis ne sont pas moins bons la grande majeure partie du temps. Et là, c'est la même chose pour vos pierres. Elles vont pas avoir une énergie moins bonne. Simplement, voilà, elles vont être moins jolies visuellement. Voilà, tout va dépendre également de comment est-ce qu'elle aura été sourcée et où. Ça, c'est très, très, très important. Sa qualité, très souvent, est communiquée en même temps que son endroit de sourcing. Et il est très important de prendre des pierres qui viennent d'endroits qui sont sourcés humainement, dans lesquels les droits de l'homme sont respectés, dans lesquels les enfants ne vont pas chercher des pierres, etc., pour être certain d'avoir des pierres de qualité et surtout des pierres qui sont propres. Ne pas avoir des bloodstones, comme on appelle ça, des pierres qui ont été sourcées au coût d'une vie ou vraiment dans des conditions extrêmes. Ça, c'est aussi très important parce que la pierre, énergétiquement, va forcément s'en ressortir aussi. Et la vôtre aussi, par la même occasion. Enfin, on ne peut décemment pas posséder une pierre qui aurait été sourcée au coût d'une vie, qui aurait été sourcée par un enfant. Enfin, bien évidemment, de manière éthique, ce n'est absolument pas possible. Il y a le côté qualité avec cette charte, voilà, très claire, très linéaire de la qualité visuelle d'une pierre, mais il y a aussi la qualité de savoir de quelle manière est-ce qu'elle est arrivée jusqu'à vous. Donc ça, vous allez me dire comment être au courant de ça. C'est très facile de l'être pour les pierres utilisées en joaillerie parce qu'il y a toute une charte, il y a des certificats qui sont suivis pour une traçabilité impeccable. Pour les pierres, les gemmes et les pierres voilà, d'ornement dont on parle ici, c'est un peu plus difficile. Cependant, toute pierre que vous achetez doit avoir la mention de l'endroit où est-ce qu'elle a été sourcée. C'est obligatoire. Et de par ce fait, vous pouvez vous renseigner sur le pays, sur l'endroit et voir un petit peu dans quelles conditions dans ces pays-là et dans cette zone géographique-là spécifiquement, les pierres sont sourcées. Voilà, c'était une petite parenthèse assez importante tout de même. Ensuite, dans la carte d'identité d'une pierre, vous pouvez également retrouver sa famille minéralogique. Par exemple, vous avez certaines pierres qui appartiennent à une plus grande famille. Par exemple, le cristal de roche va évidemment appartenir à la famille des quartz, tout comme l'améthyste, tout comme la citrine, qui sont des quartz. Donc parfois, on n'en a pas conscience
et de comprendre à quelle famille se rattache une pierre lorsqu'elle en a une. C'est pas toujours le cas. Il y a certaines grandes familles qui regroupent beaucoup d'autres pierres dont je vous parle dans le livre. Et j'en parle également sur Instagram pour ceux qui n'ont pas le livre et qui veulent avoir un peu plus d'informations. Allez voir un peu sur le compte. Donc, il y a des grandes familles qui existent, comme la famille des opales, la famille des chalcédoines, qui est très grande, la famille des jaspes, des agates. Vous pouvez comprendre aussi également sur mon compte Instagram un peu les liens fraternels qu'il peut avoir entre certaines de ces grandes familles. Et c'est, voilà, encore une fois, intéressant de comprendre parfois à quelle famille se rattache une pierre pour dire, ah bah oui, je comprends mieux la globalité de l'énergie de la pierre. Donc, il y a cette information-là qui existe. Et il y a également la classe de minéraux à laquelle elle peut se rattacher. C'est-à-dire, on parle d'ici d'un regroupement de familles selon la composition chimique d'une pierre. Donc là, on n'est plus du tout sur le nom d'une pierre, les quartz, les chalcédoines, etc. On va plutôt être sur les silicates, qui comprend elle-même plusieurs sous-familles, les oxydes, les borates. Donc là, c'est une famille dans laquelle va être rattachée une pierre de par sa composition chimique. Donc là, c'est pas forcément quelque chose que l'on trouve comme information première sur une pierre, parce que voilà, déjà si on connaît son système cristallin, sa formation, un élément chimique important qui pourrait la composer, et encore pas forcément très important, c'est déjà suffisant. Après, on va pouvoir peut-être comprendre à quelle famille de pierres elle se rattache. Là, encore une fois, c'est intéressant. Mais voilà, sa classe minéralogique, pas forcément, mais ça fait partie de sa carte d'identité globale, donc je ne peux pas passer outre aujourd'hui lorsque je vous parle de tous ces sujets. Même si, bien évidemment, dépendamment de la classe minéralogique à laquelle la pierre va appartenir, cela aura un impact sur son énergie également. Mais voilà, de manière assez mesurée par rapport à tout ce dont on peut déjà parler autour de l'identité d'une pierre. Mais n'ayez cependant pas peur de ces grands mots qui sont silicates, oxydes, etc. Vous n'avez pas besoin de retenir tout ça forcément. Mais si ça vous intéresse, sachez que voilà, il y a ce classement également de familles par composition chimique qui existe. Ensuite, pour rester sur la minéralogie, ce que j'appelle en tout cas la partie minéralogique de la pierre, nous pouvons parler des autres caractéristiques physiques d'une pierre. On peut entendre là la dureté, la densité, la ténacité, le clivage et le trait principalement d'une pierre. Donc c'est tout ce qui caractérise cette pierre, c'est-à-dire sa densité. Sa densité, ça va être sa lourdeur, à quel point est-ce qu'elle est dense, à quel point est-ce qu'elle va être lourde. Donc sa dureté, donc à quel point elle va être résistante ou non au choc. Donc c'est les deux qui sont les plus importants pour moi, surtout la dureté. Je vous en parle dans les fiches des pierres, toujours de la dureté, toujours, et parfois de la densité pour comprendre un petit peu le lien entre les deux. Quand une pierre est très peu dense et qu'elle a une dureté très faible, comprendre à quel point elle va être délicate. Donc, ces deux exemples-là sont assez parlants. Les autres, pas forcément pour l'utilisation qu'on a des pierres ici. Le clivage peut être important pour certains cristaux, mais c'est plutôt pour des pierres qui vont être d'ornement ou les pierres en joaillerie, parce que c'est une fracture qui se trouve à l'intérieur de la pierre, et selon où se trouve la fracture, il va falloir y faire attention, parce que selon le choc qu'elle pourra prendre, ça risque de la casser par exemple. Donc ça va être un peu plus dans les pierres, dans la joaillerie, dans l'ornemental. Mais dans les pierres dont on parle ici, ce qui est intéressant, c'est la dureté, pour comprendre à quel point elle va être résistante ou non au choc. Et je vous parlais du trait lorsque nous parlions des chakras. Dans le premier épisode qui était le chakra racine, je vous parlais du fait qu'une pierre a une couleur extérieure lorsqu'elle est opaque, qui n'est pas forcément la couleur intérieure de sa composition, ce qui était le cas de la pyrite. Et il y avait une technique très particulière pour pouvoir révéler cela, c'est de prendre votre pierre et la frotter sur un morceau de porcelaine brut blanc. Et là, vous allez voir la couleur qui apparaît. Et c'est là où vous allez voir si c'est la même tout simplement que l'extérieur de votre pierre, ou si c'est pas du tout la même. Dans le cas de la pyrite est complètement dorée, on dirait vraiment de l'or encore une fois. Et lorsque l'on fait cet exercice, la couleur qui ressort est rouge. Donc là, c'est intéressant à comprendre. On ne peut pas forcément faire l'exercice chez soi facilement, mais c'est des exercices qui ont été faits pour les pierres les plus connues et dont on peut trouver le rapport sur Internet tout simplement. Et là, ça peut vous donner une indication autre sur l'énergie de la pierre. C'est assez intéressant à savoir lorsque le trait est différent, parce que ça peut vous dire si la pierre a justement une affinité différente avec un autre chakra, voir pourquoi est-ce qu'elle résonne chez vous, pas forcément que là où vous l'attendiez, mais aussi un petit peu ailleurs. Donc voilà, là ça peut être intéressant de le savoir. Lorsque la pierre a la couleur extérieure identique à sa couleur intérieure, on dit qu'elle est idiochromatique. Et lorsque la couleur de son trait est différente de sa couleur extérieure, on dit qu'elle est allochromatique. Voilà. Donc voilà pour la minéralogie de la carte d'identité d'une pierre. Donc c'est déjà beaucoup d'informations. On a parlé ici de la formation de la pierre, de son lieu de sourcing. On a parlé également de sa composition chimique, de son système cristallin ou son absence de système cristallin.
de la famille de minéraux à laquelle elle appartient, de possiblement sa classe minéralogique, de sa qualité en tant que gemme, et également de ses autres propriétés physiques possibles, dont la plus intéressante pour nous ici va être la dureté et potentiellement, nous venons de le dire, son trait. Pour suivre la trame que j'utilise dans les fiches descriptives de Pierre dans mon livre, je vais vous parler maintenant de la deuxième catégorie que vous y trouvez, qui s'intitule chakra et astro. Donc là, ça va être beaucoup plus court. Je vous indique ici, pour toute pierre, à quel chakra, avec un S parfois, une pierre peut se rattacher et avec quel signe astrologique elle résonne plus fortement. Donc, on n'est pas ici sur les pierres de naissance, les pierres du mois, etc. Ça, je vous en parlerai dans un épisode séparé. Ça peut correspondre, bien évidemment. Hein, ça peut être la même chose si vous êtes poisson et que votre pierre, par exemple, va être l'améthyste. Ça va également être une pierre des poissons. Donc, parfois, ça résonne très bien, mais c'est des sujets assez différents pour moi. On en reparlera plus tard. Mais c'est des signes astrologiques avec lesquels cette pierre va vraiment résonner plus fortement. Ça ne veut absolument pas dire qu'elle ne résonnera pas si vous êtes lion et qu'on parle de poisson. Parce que le poisson c'est l'eau, le lion c'est le feu. N'allez pas vous mettre ce genre de choses en tête, pas du tout. Toute pierre est faite pour tout le monde. C'est juste que pour différentes raisons, différents ressentis également, hein, ça peut m'être tout à fait propre ce que j'ai écrit ou ce que vous pouvez trouver comme information sur le sujet entre pierre et signes astrologiques. Vous pouvez ressentir les choses complètement différemment également et c'est tout à fait OK. C'est pour ça qu'il faut le prendre aussi à la légère. Il y a certains signes qui vont résonner très fortement avec certaines pierres, mais si vous êtes lion et que vous voyez que ça résonne fortement avec les lions, bah bingo, si en plus vous avez été appelé par cette pierre, ça va fonctionner très fort. Mais si vous ne voyez pas votre signe apparaître, mais c'est pas grave, hein, pas du tout. Ok. Ensuite, parlons de ce qui nous intéresse ici. J'ai nommé propriété et vertu spirituelle. C'est la façon dont je l'aborde dans le livre, propriété et vertu spirituelle. Un peu partout ailleurs, vous allez voir cette catégorie scindée en plusieurs parties. Vous allez voir bien souvent le mental, l'émotionnel, le spirituel, par exemple. Très souvent, c'est ces trois termes-là qui sont un peu scindés, un peu séparés, pour parler de ce que ça vous apporter précisément sur le plan mental, précisément sur vos émotions et précisément sur votre spiritualité. Ou ça peut être dit différemment, mais généralement, c'est présenté comme ça. Moi, j'aime le regrouper parce que pour moi, tout n'est qu'énergie. Et lorsque j'ai envie de vous retranscrire ce que je ressens d'une pierre et ce qu'elle est pour moi, j'ai pas envie de scinder un peu tout ça. J'ai envie de vous expliquer, ben voilà, le mental va vous l'apaiser, elle va vous apporter un sommeil profond. En même temps, elle va vous ouvrir peut-être au rêve lucide. Et puis, elle va pouvoir vous apaiser quand les émotions sont en vrac. Voilà, j'ai envie de regrouper tout ça pour que tout soit clair et lisible. C'est ma façon de faire. Ça n'a rien de différent. Ça ne veut pas dire que les informations seront différentes de ce que vous lisez ailleurs. C'est juste que c'est plus condensé et c'est plus fluide, selon moi, de la manière dont je l'apporte dans mon livre pour que ce soit voilà, juste un paragraphe et pas trois séparés. Mais on parle de la même chose de toute façon, on parle d'énergie. Donc ici, vous l'aurez compris, on va parler de tout ça, de tout ce qu'énergétiquement parlant, la pierre va vous apporter. D'accord? Donc là, c'est vraiment le cœur du sujet de la lithothérapie pour le coup. On est dans la spiritualité, on est dans l'ésotérisme, on est dans l'énergétique et on va parler de l'énergie de la pierre et sur quel plan elle va pouvoir vous aider spirituellement parlant. Ensuite viennent bien évidemment les propriétés physiques. Donc on en a déjà parlé ensemble dans les présentations d'introduction de ce podcast et de ma vision de la lithothérapie. Vous le verrez, c'est la partie la plus courte de la fiche d'une pierre, bien souvent, chez moi en tout cas, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois si vous m'avez déjà écouté, pour moi, ce qu'on peut s'apporter avec une pierre de la lithothérapie sur le plan physique et apprendre avec des pincettes. On peut s'aider, j'y crois, je le sais, etc. Mais pour moi, ce n'est pas là pour vous soigner. Encore une fois, ce n'est pas un médicament. Donc, je vous indique simplement sur quel aspect physique ça peut vous aider. Mais ça ne veut pas dire que ça va vous guérir là. Voilà. Mais je vous le précise quand même parce que voilà, vous avez certaines pierres qui sont évidemment reliées au chakra, par exemple du plexus solaire, et elles vont vous aider à la digestion. Elles vont vous aider à avoir plus de fluidité dans ce centre émotionnel-là, et ça va impacter évidemment votre digestion physiquement parlant et ça va vous faire du bien. Donc je l'indique. Mais voilà, ne vous attendez pas à vous soigner encore une fois avec ça. Mais cette partie fait partie de la carte d'identité d'une pierre, le plan physique de toute façon. Donc c'est pour ça que vous le retrouvez également dans mon livre. Et pour moi, c'est pas non plus tabou. Il faut le dire. Si une pierre est reconnue pour faire du bien lorsqu'on a mal à la tête, ben, il faut le dire. Il faut essayer de la garder avec soi. Mais voilà, il ne faut pas s'attendre à se soigner encore une fois uniquement avec ça, tout simplement. Et ensuite viennent les méthodes privilégiées ou surtout à proscrire pour ce qui est du déchargement et du rechargement de votre pierre.
On en a également parlé dans certains épisodes précédents. On en reparlera dans une série d'épisodes dédiés, un peu comme la série des chakras, où je vous exposerai toutes les techniques qui existent et la vision que j'en ai pour décharger et recharger vos pierres, c'est-à-dire les purifier et les recharger énergétiquement. Certaines techniques sont très, très faciles en fait, à mettre en œuvre, comme la fumigation. Vous allez allumer un bâton de plantes séchées et la fumée va s'en dégager. Vous allez pouvoir évidemment en englober vos pierres et ça, toutes les pierres peuvent le recevoir. C'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'il y a de plus OK pour toutes les pierres. D'autres techniques vont être beaucoup plus abrasives, comme par exemple le sel, l'eau et certaines pierres, justement, de par leur composition chimique notamment, ne vont pas du tout pouvoir accepter ces méthodes-là. Donc il est important de savoir ce qui est surtout proscrit plutôt que ce qui est OK. Ce qui est OK est assez OK pour toutes les pierres de toute façon, mais surtout ce qui est proscrit pour certaines pierres. Par exemple, dans le bas de la fiche détaillée d'une pierre dans mon livre, vous voyez déchargement, rechargement, chacun d'un côté de la page, et vous voyez en doré lorsque c'est OK et en noir lorsque c'est à proscrire, tout simplement, pour les 4 principaux qui peuvent être abrasives. Quand ça ne figure pas, c'est évidemment que c'est OK pour toutes les pierres. Là, par exemple, je pense encore une fois à l'eau et le sel pour le déchargement. Ce n'est pas OK pour toutes les pierres. Pour le rechargement, encore une fois, il y a plusieurs techniques, mais en bas, vous retrouvez le soleil et la lune. La lune ira toujours à toutes les pierres parce que c'est très léger, on est dans la nuit, donc c'est très doux comme luminosité. Mais le soleil peut être extrêmement abrasif pour certaines pierres, ça peut les faire un peu fondre, ça peut le faire perdre leur couleur. Donc voilà, c'est des techniques, des choses qui sont à avoir en tête lorsqu'on veut décharger et recharger une pierre. Donc ça fait évidemment partie intégrante de la carte d'identité d'une pierre. Et ensuite, en bas de la page, vous pouvez voir sur mon livre une petite phrase. C'est souvent soit une petite phrase qui décrit en 2-3 mots la pierre selon moi, ou le mantra que je le lui attribue. Voilà, j'aime bien mettre ça en avant pour ouvrir un petit peu le chapitre sur une pierre, pour qu'on tout de suite on comprenne de quoi on parle. Par exemple, je peux penser à la cobaltocalcite. Le mantra que je lui attribue est « incarne la personne que tu as envie d'être ». Voilà, donc c'est tout de suite on comprend, ok, cette pierre va aider à devenir sa meilleure version, peut-être à s'affirmer, à plein de choses comme ça. Et après, on plonge dans le détail. Donc ça, c'est pas forcément partie intrinsèque de la carte d'identité d'une pierre, mais c'est le petit mantra, la petite phrase que j'aime bien justement juxtaposer à une pierre, qu'on peut parfois retrouver également dans certains oracles de pierre, où vous avez la pierre et puis vous avez tout de suite en dessous la petite phrase qui justement vous dit l'énergie que vous avez besoin de comprendre très succinctement sur la pierre lorsque vous tirez la carte. Voilà, c'est un peu cette idée-là. Donc voilà pour ce qui est la carte d'identité globale d'une pierre selon moi. Encore une fois, ce que je vous dis ici n'engage que moi. Peut-être que d'autres personnes auront une vision différente, mais je trouve que c'est quand même assez global. C'est assez général, on parle de tout et de manière, encore une fois, assez simple, mais dans le détail pour comprendre à chaque fois de quoi on parle. Après, à vous de faire le tri et à voir ce que vous voulez garder et laisser, notamment dans la partie minéralogique. Et voilà, au moins vous avez toutes les clés en main pour comprendre une pierre de A à Z. Et j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir à quel point cela a pu vous aider et à quel point vous pouvez peut-être voir différemment maintenant vos petites pierres. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.